Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film de Edgar Wright, Last Night in Soho. Alors si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que Edgar Wright, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il est pour moi dans le top 3 des réalisateurs les plus importants actuels, dans la jeune génération, on va dire. Et j'attendais ce film un peu comme le Messie. J'avais peur d'être déçu. Mais c'était bien mal connaître Edgar qui signe. Mais allez, je vais le dire d'entrée, ce que je considère être un véritable chef-d'œuvre. J'ai pris non pas une claque, mais un aller-retour et puis un front kick. Franchement, c'est hallucinant. C'est tout ce qu'on aime chez Edgar Wright. J'ai envie de dire les défauts en moins, puisque il vieillit, il s'affine, il affine son style. Et franchement, je crois que il y a quasiment aucune faute de goût. C'est absolument magnifique à tous les niveaux et on va y venir tout de suite. Alors déjà, on va pas se mentir, c'est un film qui, comme ça, en apparence, fait fortement penser aux vieux films de Dario Argento, comme Suspiria par exemple, mais surtout Inferno, dont c'est plus ou moins une sorte de remake déguisé. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est un plan directement pompé sur Inferno, et dans le film, on a carrément un bar qui s'appelle Inferno, comme ça, avec le même lettrage que sur l'affiche de Dario. Donc voilà, c'est vraiment un hommage appuyé. D'ailleurs, Edgar Wright le dit en conférence de presse, il dit qu'il a été influencé. Et pour recréer cet esthétisme particulier, cette photographie, où on utilise des couleurs extrêmement vives, du bleu, du rouge, du jaune, de l'orange, parfois un peu de vert, mais à chaque fois c'est très très tranché. Et d'ailleurs, la très bonne idée, c'est d'avoir mis un néon à côté de la chambre de l'héroïne, ce qui fait qu'on passe comme ça en permanence d'une couleur à l'autre. Évidemment, entre les noirs, il peut se passer des choses. C'est le maître des transitions, vous le savez. Et donc, formellement, c'est absolument exceptionnel. La photographie est une des plus belles que j'ai vues cette année. C'est peut-être même la plus belle. Et c'est pas étonnant puisqu'elle est signée par ce génie, le chef-op de Old Boy de Park Chan-wook. Et oui, il s'appelle Chung Chung-hoon. Il faut pas se moquer, c'est comme ça. Et c'est un putain de master. Et un master associé à un autre master, ça donne de la masterclass, j'ai envie de vous dire. Comment est-ce qu'on met en scène un film? Comme ça. C'est-à-dire que tout est instantanément compréhensible. Il n'y a même pas besoin d'écrire les choses. En un quart d'heure, on a tout compris à ce qui allait se passer, de profond dans l'histoire. Qui sont les personnages? Où ils vont? D'où ils viennent? Enfin, c'est absolument fabuleux. Je vous donne un petit exemple. L'héroïne, part de chez elle. Elle vit à la campagne et en gros elle va à Londres parce qu'elle veut devenir créatrice de mode. Et dans n'importe quel autre film, on aurait eu, je sais pas moi, peut-être un voyage en train comme ça, peut-être un train ou peut-être un fondu avec marqué Londres. Enfin voilà. Là, en gros, il passe un petit peu de temps dans le train et ça commence avec des plans très simples sur elle avec un casque. C'est une sorte de mélange de tous ces personnages d'avant. Donc elle écoute de la musique à l'ancienne, des années 60, c'est assez important. Elle regarde par la fenêtre, donc on voit par exemple des paysages, la campagne, et puis elle est seule, il y a 2-3 personnes dans le train, et à mesure que la séquence avance, il y a plus en plus de personnes dans le train, on voit de plus en plus par la fenêtre d'immeubles, ensuite des tags, etc. Et du coup, en une très courte séquence, on a compris qu'elle venait de la campagne, qu'elle allait à la ville, et tout ça sans aucune ligne de dialogue. Et bon, ça c'est juste un petit détail, mais c'est comme ça pendant tout le film. C'est-à-dire que oui, on raconte tout avec des mouvements de caméra, avec ce qui se passe à travers le cadre. Moi, vous me connaissez, c'est ce que je préfère. Et donc, pas étonnant qu'il écrive lui-même les scénarios, parce que quelqu'un serait en galère. Et oui, il l'a écrit à deux d'ailleurs, avec la scénariste de 1917, si je ne m'abuse, qui s'appelle Christy Wilson Keynes, et qui ont accompli tous les deux un travail, je trouve, monumental. Pourtant,
c'est le scénario qu'on pointe du doigt. Voilà, on dit oui, franchement, c'est pas exceptionnel, etc. C'est un petit peu classique, ça fait film d'horreur, mais on l'a déjà vu. Voilà, quand il y a des retournements de situation, on les voit un petit peu venir, etc., etc. Alors, j'entends les critiques, mais je trouve qu'elles ne sont pas justes. En fait, déjà, je trouve que le scénario n'est pas du tout trop explicatif. C'est en fait la mise en scène qui est explicative. Donc c'est parfaitement lisible, c'est parfaitement compréhensible. Donc oui, on comprend. Ça, il y a aucun souci. Mais le scénario, pour moi, c'est un peu comme celui d'Avatar, ou un peu comme celui de Mad Max Fury Road, ou encore Gravity, quoi. Ce sont, voilà, des films en apparence qui sont très simples, mais finalement, voilà, ils véhiculent quelque chose de plus. Il y a 3 niveaux de lecture différents, j'ai envie de dire, et on va y venir. Et donc, c'est pour moi un film sur l'héritage, mais vraiment cinématographique. Donc, en gros, Edgar Wright, il vous regarde, spectateur, et il vous dit « Moi, je suis un cinéaste de la nouvelle génération, et oui, je m'inspire de classiques, des gens qui étaient avant moi et qui ont fait du cinéma, mais je n'essaye pas de les singer, juste je m'en inspire, et avec, je construis complètement autre chose. » Et c'est très positif. En gros, il dit, vous savez, la fameuse question, le cinéma c'était mieux avant, pas forcément, parce que c'est vrai que la nostalgie, c'est un petit peu dangereux. Parfois, on pense que c'était mieux avant, parce que on l'a vécu, parce que voilà, on a des émotions qui nous sont propres, qu'on met à l'intérieur de films qui, peut-être, ne sont pas aussi bons que ça, et ça, je peux parfaitement l'entendre. Et lui, en fait, il défend, si vous voulez, sa jeunesse. C'est assez admirable, ce film, quoi. Il dit, ok, oui, il faut utiliser ce que nos pères ont fait avant nous, mais en même temps, on peut construire quelque chose avec quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et c'est résumé dans la toute première scène du film, où on voit l'actrice principale qui a une robe, en fait, qu'elle a confectionnée toute seule, donc avec du papier journal, donc avec des vieux morceaux de journaux, donc voilà, comme si, avec ce qui avait précédé, avec l'histoire, quoi, il construisait, un nouveau costume. Et encore une fois, c'est un détail, mais il y a 1 milliard de détails. Mais il y a 1000 plans dont on se souvient, 1000 plans qui impriment la rétine. C'est absolument, mais incroyable. Une scène de danse, par exemple, où il y a un jeu de passe-passe avec les actrices, qui est mais complètement dingue. Il y a à la fois des effets spéciaux, à la fois du practical, on sait plus trop. Il mélange les deux parfois, c'est génial, on sait pas comment il a fait. Certains plans sont assez fulgurants. Il y a une scène un petit peu, allez, sans spoiler trop, je spoilerai tout à l'heure, pas tout de suite, rassurez-vous. Voilà une scène peut-être qui va s'apparenter à un film de zombies aussi, par exemple. On a une scène en plan séquence comme ça, où on voit l'enfer d'un personnage qui, on va dire, rencontre la prostitution, et tout en caméra subjective, comme ça, et en même temps, c'est un rêve. Voilà, avec c'est simple, des mouvements à gauche, à droite, où on voit, voilà, je vous dirai pas ce que c'est, mais on voit des petits détails, bim, et tout ça forme une séquence absolument incroyable. Bref, il y a énormément d'influence, ça ressemble à ces autres films, mais j'ai envie de dire, là, c'est encore mieux que d'habitude, parce que là, c'est dosé, mais à la perfection. C'est-à-dire que un film comme Scott Pilgrim, par exemple, que moi j'adore, pour moi c'est un chef-d'œuvre, on peut peut-être lui reprocher d'être un petit peu gratuit. C'est-à-dire, il y a des effets un petit peu qui servent à rien. Là, c'est tout en subtilité, tout en nuance, petit à petit. C'est vraiment écrit pour chaque effet. Et du coup, on ressent beaucoup plus l'impact de la mise en scène, qui commence doucement et qui va en fait accélérer à mesure que le récit accélère également. Franchement, moi, j'en suis bouche bée. Donc déjà, voilà. Le scénario raconte ça. Ensuite, on va dire que le deuxième niveau lecture, c'est celui qu'on vous propose. Donc basiquement, c'est l'histoire d'une fille, en gros, qui monte sur Londres, qui veut devenir donc créatrice de mode, et la nuit, elle rêve d'une femme, interprétée donc par Anna Taylor-Joy, qui ici n'a pas le rôle principal, qui a un rôle secondaire, et elle va prendre sa place petit à petit. Donc du coup, au départ, elle est juste observatrice, c'est-à-dire que tout se passe
derrière un miroir ou à travers le reflet d'une vitre, dans un taxi, dans un bar, dans je sais pas moi un rétroviseur par exemple, etc., etc. Et petit à petit, eh bien, hop, les mondes vont se superposer, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, quoi. Elle va passer de l'autre côté du miroir, et c'est fait de façon extrêmement subtile. Voilà, des petits mouvements de caméra, on va changer de comédienne. À d'autres moments, nous allons avoir les deux comédiennes dans le même plan, avec un miroir entre les deux, mais en fait, voilà, ils vont même pas s'amuser, si vous voulez, à singer les mouvements. Elle va regarder ce qui se passe comme une spectatrice, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et donc, chaque nuit, dans ses rêves, elle va suivre les aventures de Sandy, son évolution, une évolution assez dramatique, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer en cauchemar, quelque chose d'un peu, on va dire, woke, hein, encore une fois, le patriarcat. D'ailleurs, c'est symbolisé hein, quand elle arrive par l'immense affiche de James Bond. On peut pas faire plus, voilà, dans le genre, je trouve. C'est extrêmement explicite, encore une fois, hein, c'est des petits détails, mais il y en a partout. Et ça, du coup, c'est le troisième niveau de lecture du film, hein. On va dire la condition de la femme, quelque chose de très très actuel, sauf que Edgar Wright, il est trop malin, il va pas vous faire un truc comme ça frontal, et non, pas du tout. Et ce que j'ai trouvé vraiment admirable, c'est qu'en gros, le film dit, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris, si tu es une femme, oui, il y a de quoi être en colère, oui, il y a même de quoi avoir la rage contre le patriarcat, contre ce que toutes les femmes ont subi depuis des années, mais, et c'est là où ça fait toute la différence pour moi, il ne faut pas rester prisonnier, on va dire, de cette chose-là, il faut savoir s'en délivrer, encore une fois, hein, le poids de l'héritage, et il faut savoir en fait, se libérer de ces chaînes, mais en acceptant l'autre, en acceptant l'homme, en acceptant d'être aidé, de donner la main, etc. Et voilà, encore une fois, un film féministe, donc, mais extrêmement subtil cette fois-ci. Et donc, voilà, c'est un film, je trouve, qui est extrêmement parlant, tellement qu'il faudrait le revoir plusieurs fois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein. J'y retourne demain. Je pense que je vais le voir 3 ou 4 fois, mettre sur pause, décortiquer toutes les idées, les mouvements de caméra, les débuts, les fins de plan, les transitions. Alors Thomasin McKenzie, qui joue donc Héloïse, le rôle principal, est pour moi une véritable révélation. Je ne l'avais pas vue jusqu'alors, ou alors dans des tout petits rôles. J'ai trouvé qu'elle illuminait l'écran. Franchement, une prestation absolument exceptionnelle. Voilà, on ressent toutes les émotions. Elle fait passer notamment l'angoisse, la peur, parfois la folie, avec vraiment un niveau de professionnalisme assez incroyable pour son jeune âge, j'ai envie de vous dire. Et tout le reste du casting, c'est pareil, hein, que ce soit Matt Smith, par exemple, ou la regrettée Diana Rigg, hein, qui signe son dernier rôle ici, et ça fait extrêmement plaisir de la revoir. Alors j'avais dit que je spoilerais un petit peu, et je vais le faire tout de suite, mais rassurez-vous, ce sera de tout petits spoils, hein. C'est juste que voilà, par rapport au nom de l'héroïne, hein, qui s'appelle Héloïse, donc dans Héloïse, il y a elle, donc elle en français, hein, et puis hell, donc l'enfer quelque part, et au fur et à mesure, elle va plonger dans l'enfer, jusque aller aux flammes finales, j'ai envie de vous dire, et on a énormément de petits trucs très très intéressants, notamment à la toute fin, voilà, il y a, vous verrez, une petite étiquette sur les fringues avec marqué, je crois, Evans, donc ce qui fait Heaven, donc le paradis, hein, une fois que tout est fini. Et du coup, dans les écritures, ça il avait commencé avec Baby Driver, hein, il en fout partout, il y a énormément d'indices, voilà, des néons qui s'allument, qui s'éteignent, ou des lettres sur des devantures de magasins, voilà, qui tombent, et notamment, un truc qui revient très très souvent, c'est U-A-L, donc you, je l'ai pris comme ça, hein, you are hell, ou you are in hell, donc quelque chose comme ça, et en même temps ça peut faire dual, donc voilà, duel, les deux parties, quoi, la dualité, et il le met 4, 5 ou 6 fois, hein, donc il insiste vraiment dessus, et ce sont vraiment des choses qui sont un petit peu cachées, et qui sont destinées aux spectateurs, voilà, qui ont l'œil, et qui vont un petit peu scruter partout, dans tous les coins du cadre, et donc voilà, il fait un film en apparence assez simple, assez classique,
mais en fait qui va creuser énormément de choses. Moi, franchement, j'ai trouvé ça génial. Il y a encore une fois l'héritage, par exemple l'héritage des parents, voilà tout le poids qu'on a, puisque elle, en fait, en gros, c'est un peu, d'ailleurs, hein, c'est ça, hein, les trois mères de Dario Argento. Hein. En gros, sa mère, elle est considérée un petit peu comme une sorcière. Elle a des visions, sa grand-mère le sait, voilà, puisqu'elle voit sa mère dans le reflet du miroir. Et quand elle est guérie à la fin, quand elle a réussi à se libérer de ses chaînes, à évacuer le poids de son héritage, eh bien sa mère quelque part disparaît et du coup elle est libérée. Donc c'est un film ultra positif quoi, qui vous dit en gros il y a plein d'espoir. Franchement les gars, masterclass, c'est incroyable. C'est peut-être son meilleur film. En tout cas au niveau de la mise en scène, c'est son plus abouti. J'en suis mais tout retourné encore. Et ouais, hein, on avait dit des choses un petit peu étranges, hein, comme quoi il s'égarait, mais là il s'égare right, hein, il s'égare bien. Hein, et on finira cette critique sur ce jeu de mots bien pourri. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et allez voir ce film tout de suite, tout à faire cessante, courez-y. D'ailleurs, c'est assez étonnant, il passe dans très très peu de salles, même à Paris. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette distribution? Ah, les mecs n'y croient pas du tout. Ah, je trouve ça très dommage. C'est vrai que le film a été un peu mal vendu, on sait pas trop ce que c'est. Et c'est vrai qu'il est un petit peu inclassable. Donc en gros, c'est un film d'auteur et en même temps un film d'horreur sur voilà deux temporalités différentes, un thriller psychologique. C'est vrai que c'est assez particulier. Edgar Wright, il s'essaye à tous les genres, mais jusqu'où ira-t-il? Nous verrons ça, mais voilà. Franchement, si vous êtes fan, vous ne serez pas déçus. Et si, voilà, le mec vous énerve un petit peu avec son côté, t'as vu comment j'ai une grosse caméra? Là, je pense que il pourra peut-être se racheter à vos yeux, parce que, comme je vous le disais, quoi, il est vraiment beaucoup plus fin que d'habitude. Allez, j'ai trop parlé. Ciao!